traiter ses enfants et est-ce qu'on peut le faire d'ores et déjà ou bien est-ce que ça reste dans des situations très particulières? Donc, je vais commencer déjà pour, vous le savez, et je ne vais pas vous apprendre quelque chose pour dire que l'obésité est quand même une pathologie qui est liée à une dysrégulation des centres de la faim. Vous le savez bien, vous vous occupez d'enfants obèses. Excusez-moi, c'est juste un problème de mise en page, je vois pas bien mes diapos. Voilà. Pardon, voilà. Excusez-moi. Voilà. Et donc, ce que l'on sait, voilà, les problèmes de poids chez l'enfant et en particulier l'obésité, au niveau physiopathologique, c'est probablement lié donc à un problème de régulation, ce qu'on appelle de l'homéostasie énergétique, c'est-à-dire de l'équilibre entre les apports énergétiques et leur utilisation. Et on sait que cette homéostasie énergétique, elle est régulée au niveau du cerveau et en particulier au niveau de l'hypothalamus, qui est une zone située juste au-dessus de l'hypophyse. Et maintenant, il y a suffisamment d'arguments pour dire que plusieurs facteurs peuvent être responsables d'un problème de régulation de l'homéostasie énergétique, c'est-à-dire d'une dysrégulation. Il s'agit soit de facteurs génétiques, en particulier chez l'enfant, puisque là aussi, ça a bien été montré dans les études de jumeaux en pédiatrie. La génétique, les facteurs génétiques de prédisposition déterminent plus de 60 à 70%, voire 80% de l'IMC chez l'enfant. Donc ça, ce sont les facteurs génétiques, mais il y a aussi les situations de dysrégulation acquise qui sont par exemple des traumatismes crâniens ou bien des tumeurs cérébrales qui vont toucher l'hypothalamus. Je vous donne l'exemple du crânio-pharyngiome. Et puis, il y a probablement d'autres facteurs de programmation in utero, mais qui sont sûrement responsables plus de surpoids, surcharge pondérale, complications métaboliques, mais finalement pas tant d'obésité massive comme au sens où je l'entends et je vais vous montrer, et chez lesquels on pourrait discuter des traitements médicamenteux. Quoi qu'il en soit, quel que soit le mécanisme, cette dysrégulation va faire que ces patients vont avoir des ingestats excessifs, vont vouloir manger plus, et on va voir une accélération de la courbe d'IMC avec une accélération de la constitution de la masse grasse et donc une obésité. Donc, quand on a compris que cette pathologie, c'était une pathologie finalement cérébrale, l'autre élément qui est important, alors quand je dis une pathologie cérébrale, on est d'accord que bien sûr d'autres facteurs de l'environnement peuvent jouer, je pense que la précarité, je pense que voilà, des difficultés sociales, etc., probablement peuvent aggraver la situation, mais les facteurs qui impactent sur cette dysrégulation jouent quand même un rôle très très important chez l'enfant. Et donc, quand on comprend ça, finalement, il faut essayer d'essayer de comprendre comment ça fonctionne, cette régulation de l'homéostasie énergétique. Et donc, on sait maintenant que il existe un système de régulation extrêmement fin qui permet de garder la balance énergétique à l'équilibre, qui comporte la prise alimentaire et la dépense d'énergie. Et on sait par exemple que chez l'enfant, si cette balance est à l'équilibre, eh bien l'enfant va avoir sa courbe d'IMC qui va suivre son couloir. Chez l'adulte, ça va correspondre à un IMC stable, en tout cas un poids stable. Donc, qu'est-ce qui va faire que cette balance énergétique va être équilibrée tout au long de l'enfance et tout au long de la vie? Eh bien, c'est grâce à des interactions entre de nombreux organes qui vont informer l'hypothalamus et les zones de contrôle de la prise alimentaire. Donc, ils vont informer cet hypothalamus de l'état des stocks d'énergie. Et à partir de ces informations, il va y avoir comme un rétrocontrôle qui va permettre de euh, réguler en particulier la prise alimentaire. Alors, il y a plusieurs systèmes qu'on reverra au fur et à mesure. La régulation à long terme, notamment, qui passe par une hormone, je suis sûre que vous connaissez tous, qui s'appelle la leptine, qui est produite par le tissu adipeux et qui informe l'hypothalamus sur l'état des stocks d'énergie.
Donc ça, c'est pour la régulation à long terme. Mais on a aussi tout un système de régulation à court terme de la prise alimentaire qui va induire des sensations de satiété et nous amener à arrêter de manger au cours du repas. Et là, pour cette régulation à court terme, ça va être plutôt des entérohormones qui vont être impliquées, ou en tout cas des hormones produites par le tube digestif, puisqu'on a par exemple la gréline, qui est une hormone produite par l'estomac et qui va avoir un effet plus orexigène, c'est-à-dire d'ouvrir l'appétit. Et les entérohormones vont être des hormones produites par le tube digestif et en particulier l'intestin grêle, le petit intestin, et vont induire des signaux pour favoriser en fait les sensations de satiété et favoriser l'arrêt de la prise alimentaire. Et on voit bien que c'est ce système de régulation qui est extrêmement fin et finalement assez complexe qui va permettre, entre autres, de réguler le contrôle de la balance énergétique et le contrôle de l'homéostasie énergétique et donc du poids. Alors, ce système de régulation, il joue vraiment un rôle très important. Alors, encore une fois, on est bien d'accord que d'autres facteurs peuvent jouer sur ce système de régulation, comme les capacités de se contrôler, comme l'environnement, etc. Mais là, comme aujourd'hui, on parle beaucoup des médicaments, c'est vrai que c'est important de revenir à la physiologie et de bien comprendre comment ça fonctionne et pourquoi ces médicaments peuvent être efficaces. Donc, si on voit la régulation à court terme de façon plus précise, eh bien, vous savez que les repas sont quand même rythmés par des sensations de faim, des sensations de satiété. On sait que lorsqu'on a une sensation de faim, alors ça va induire une prise alimentaire. On a faim, on mange, puis ensuite on va manger. Le bol alimentaire va arriver dans le tube digestif et on va avoir une sensation de rassasiement, de satiété, puis de rassasiement qui va nous amener à arrêter complètement de manger à la fin de la zone de rassasiement. Et là, en fait, les entérohormones vont vraiment jouer un rôle important puisque ce sont ces hormones digestives qui sont sécrétées par les cellules entéro-endocrines du tube digestif qui vont en fait être responsables de cette régulation au cours des repas de la prise alimentaire. Alors, si on réintègre ces entérohormones dans ce schéma avec le cerveau, en fait, il y a, vous voyez, un certain nombre d'hormones qui viennent de l'intestin, de l'estomac, voire même un peu du pancréas, mais à une moindre mesure. Mais en tout cas, surtout celles qui viennent de l'intestin, qui sont par exemple le glucagon-like peptide 1, donc le GLP-1, le GIP, le gastric inhibitory peptide, ou d'autres hormones qui vont en fait être produites par l'intestin et par un nerf qui s'appelle le nerf vague vont aller informer le tronc cérébral, puis ensuite l'hypothalamus, sur l'arrivée du bol alimentaire dans le tube digestif. Et c'est ça qui va induire, du fait de la distension intestinale par l'arrivée du bol alimentaire, cela va induire la production de ces entérohormones et cette sensation finalement de satiété qui va apparaître et qui doit nous amener à arrêter de manger. Ces hormones, elles passent aussi par la circulation et elles modulent aussi l'hypothalamus, en particulier le GLP-1 ou PYY, puisqu'on sait qu'il y a aussi des récepteurs au niveau de l'hypothalamus. Donc, vous voyez que ces hormones, elles ont vraiment un rôle très, très important dans le contrôle à court terme de la prise alimentaire par différents mécanismes et en particulier par la distension de l'intestin secondaire à l'arrivée du bol alimentaire. Alors, ces hormones, elles ont des effets différents en fonction du type d'hormone, c'est-à-dire que GLP-1, J, PYY, CKK et l'oxymoduline sont plutôt anorexigènes, c'est-à-dire qu'elles vont entraîner une sensation de satiété, vont induire une diminution de la prise alimentaire. Et comme je vous le disais, la gréline, qui est plus produite par l'estomac, va avoir un effet plus orexigène. Et il a bien été montré, par exemple, qu'il y a des pics de gréline avant chaque prise alimentaire qui ne sont pas contrôlés et que de la même façon, après un repas, il y a une augmentation des taux circulants de ces hormones qui viennent des cellules entéro-endocrines. Donc, c'est bien une balance entre les deux en fonction du moment par rapport au repas pour induire un certain nombre de signaux, soit de satiété, soit soit orexigène. Donc là, je viens de vous parler de la régulation à court terme,
Mais comme je vous disais, il y a aussi la régulation à long terme qui passe par d'autres hormones. Et là, on est plus sur la régulation à long terme du poids, c'est-à-dire que c'est plus sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois. Qu'est-ce qui va faire à un moment que l'on va avoir une augmentation de la prise de poids? Pourquoi on arrive à prendre 3, 4 kilos et parfois ne plus arriver à perdre ce poids-là? C'est probablement parce qu'il y a une dysrégulation à long terme qui passe par un certain nombre d'hormones, l'insuline aussi, mais surtout la leptine qui est produite par le tissu adipeux. Et en fait, cette leptine, elle agit aussi au niveau des mêmes zones dans l'hypothalamus et au niveau du noyau arqué qui se situe dans l'hypothalamus. Et ce noyau arqué, il joue vraiment un rôle très très important parce que il comporte un certain nombre de populations neuronales qui s'appellent les populations neuronales de la voie leptine-mélanocortine. Et vous voyez que tout ça se situe exactement au même endroit. Alors la leptine qui vient du tissu adipeux que l'on voit ici, en fait va agir, va passer dans la circulation sanguine, puis ensuite va aller agir au niveau de l'hypothalamus, hein. Elle peut passer la barrière hémato-méningée et elle va se fixer sur ces récepteurs spécifiques qui sont sur ces populations neuronales de la voie leptine-mélanocortine, hein, qui se situe ici au niveau du noyau arqué. Et donc la leptine, en se fixant sur son récepteur spécifique, va soit activer, soit inhiber certaines voies, c'est-à-dire que de façon physiologique, la leptine, elle va inhiber la voie qu'on appelle orexigène et va activer la voie anorexigène, c'est-à-dire que pour son objectif étant de diminuer la prise alimentaire. Et donc, la leptine qui est produite par le tissu adipeux va donc en fait se fixer sur son récepteur spécifique et va entraîner un signal anorexigène via l'activation de cette voie et d'un récepteur je vais vous reparler après, qui s'appelle le récepteur MC4R du récepteur de type 4 mélanocortine. Alors vous allez me dire, c'est un petit peu compliqué, mais non, en fait, c'est très simple. C'est juste que ces populations neuronales qui interagissent entre elles, elles jouent en fait un rôle vraiment hyper important pour contrôler la prise alimentaire. Et donc, vous voyez, la leptine, si elle augmente dans le sang, ça veut dire qu'il y a une augmentation de la masse grasse. Donc, dans le cadre du rétrocontrôle et du contrôle de l'homéostasie énergétique et du contrôle du poids, la leptine, si elle augmente dans le sang, eh bien, doit entraîner un signal de satiété pour qu'il y ait une diminution de masse grasse et donc un retour à l'état de base. Donc, c'est pour ça que la leptine va entraîner un signal anorexigène en activant MC4R et qu'elle va aussi inhiber la voie orexigène qui, elle, avait plutôt tendance à faire manger. Vous voyez, donc c'est bien une balance entre les deux qui va jouer un rôle important sur la régulation à long terme. Donc on a la régulation à court terme avec les entérohormones et principalement la leptine qui va jouer sur la régulation à long terme de la quantité de masse grasse. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, ce système assez complexe, il n'est pas tout seul, c'est-à-dire qu'il est vraiment en connexion avec d'autres zones cérébrales qui peuvent aussi, là, impacter sur d'autres éléments du comportement alimentaire. Donc là, nous, ce qu'on a vu ici, déjà, dans un premier temps, c'était tout ce qui se passait au niveau du tronc cérébral et de l'hypothalamus. Bien sûr, ça régule la prise alimentaire, mais on sait que d'autres zones sont impliquées dans le contrôle de la prise alimentaire et de l'homéostasie énergétique, hein, et en particulier l'amygdale, l'hippocampe, hein, qui se situe ici, qui sont impliqués plus dans la notion de plaisir au cours de l'alimentation ou la notion de motivation d'avoir envie de manger ou de se contrôler. Et puis, vous avez aussi le cortex qui, là, va être vraiment plus impliqué dans les capacités de contrôle, hein, le self-control, qui peut aussi avoir un impact sur la prise alimentaire. Et toutes ces zones sont en connexion les unes avec les autres. Et c'est pour ça que, comme je vous disais au tout début, c'est-à-dire que bien sûr, la voie leptine, mélanocortine, les entérohormones, ça joue un rôle vraiment important, mais c'est aussi, mais le fait de manger va aussi dépendre d'autres facteurs, notamment d'autres facteurs qui viennent de ces autres zones neuronales ou bien d'autres facteurs de l'environnement. Et donc, je vous donne toujours cet exemple en disant qu'on peut très bien avoir faim, mais si on n'a pas de disponibilité alimentaire, ben,
on ne va pas manger, ou bien on peut ne pas avoir faim, mais finalement avoir envie de manger le petit carré de chocolat à la fin du café, alors que finalement, juste pour le plaisir. Voyez? Donc il y a ce système de régulation extrêmement fin physiologique, mais bien sûr, d'autres facteurs qui sont situés au niveau du cerveau, d'autres populations neuronales, jouent un rôle dans les autres dimensions du comportement alimentaire. Et donc, très vite, avec la meilleure compréhension de ce contrôle de la prise alimentaire, eh bien, le cerveau est devenu euh, une zone, une zone de, une cible thérapeutique. Alors, je vais déjà parler de la voie leptine-mélanocortine parce qu'en fait, cette voie, on la connaît depuis 20 ans maintenant et on sait que lorsqu'il y a un déficit génétique sur cette voie, eh bien, il y a des tableaux très particuliers d'obésité monogénique très précoce dans la vie. Si vous le voyez, un patient déficitaire en leptine ou là, des courbes d'IMC de patients qui ont des déficits du récepteur de la leptine. Et puis récemment, il a aussi été montré que certaines obésités syndromiques et en particulier le syndrome de Bardet-Biedl, était aussi, l'obésité dans ce syndrome était liée à une atteinte de la voie leptine-mélanocortine. Et donc, comme c'était des situations beaucoup mieux connues et puis surtout extrême, il y a eu pas mal de développement thérapeutique pour essayer de cibler en fait le récepteur MC4R qui est là et d'essayer en fait de restituer ce signal anorexigène qu'il induit lorsqu'il est activé. Puisque si vous avez une atteinte génétique là, eh ben, le MC4R il n'est plus activé, donc vous n'avez plus le signal anorexigène, ce qui explique ces tableaux d'obésité. Et donc, un des médicaments qui a été récemment développé et dont on entend beaucoup parler, c'est la 7-mélanotide. Donc la 7-mélanotide, c'est quoi? C'est une petite molécule qui est de l'alpha-mélanocide stimulating hormone et qui va en fait cibler, qui va se lier sur ce récepteur MC4R et permettre la restitution du signal anorexigène. Et donc les premiers patients à avoir été traités, vous en avez sûrement entendu parler, c'était il y a maintenant, c'était en 2016, mais c'était deux patients qui avaient un déficit en POMC, qui est un des gènes de la voie leptine-mélanocortine. Et vous voyez, ces patients, il y avait un patient allemand, une patiente française. Et vous voyez ici l'évolution de l'IMC avec le traitement par cette mélanotide et surtout la diminution des scores de faim, c'est-à-dire des patients qui, dès le début de l'injection, des injections, puisque c'est une injection sous-cutanée quotidienne, dès le début des injections, avaient une diminution rapide de leur sensation de faim grâce à la restitution du signal anorexigène. Alors, dans la première publication, on avait l'effet du médicament au bout d'un an. Et puis là, maintenant, on commence à avoir des données beaucoup plus longues. Ici, au bout de 2 ans, chez les mêmes patients qui ont été traités, et on voit que cet effet sur la prise alimentaire continue ainsi que sur le poids. Et là, plus récemment, en 2022, vous avez l'évolution de ces deux patients sous 7 mélanotides, alors à 2 mg par jour, donc le traitement a dû être augmenté, mais en tout cas avec un effet sur le poids qui dure, des patients qui ont toujours une perte de poids, vous voyez ici jusqu'à moins 50 kilos, moins là aussi, et les diminutions des scores de faim. Et c'est pour ça que chez ces patients qui ont des déficits en MOMC, on parle presque d'effet chirurgie bariatrique parce qu'on va vraiment être dans le ciblage de l'anomalie, enfin plutôt du récepteur MC4R, on va restituer le signal anorexigène. Alors là, ces deux patients, on a aussi d'autres données maintenant chez des patients chez de plus grande large, des cohortes un peu plus larges, notamment ici donc 10 patients aussi qui ont un déficit en POMC et vous voyez l'évolution ici des scores de faim aussi avec le traitement par cette mélanotide et des pertes de poids de moins 25% au bout d'un an et même 80% des patients qui ont perdu au moins 10% du poids et aussi d'autres patients qui avaient une autre forme génétique, qui ont un variant du récepteur de la leptine avec une perte de poids alors un peu moins importante mais significative, parce que ce que l'on sait maintenant, c'est que probablement ce sont les patients qui ont des variants bialléliques POMC qui sont les meilleurs répondeurs pour ce médicament. Et là, vous voyez de la même façon, là c'était le poids, excusez-moi. Ici, vous avez les scores de faim où vous voyez des diminutions rapides des scores de faim au bout des traitements. Là, la remontée des scores de faim, c'était lié aux essais thérapeutiques où il y avait un arrêt du traitement, une espèce de wash-out, et ensuite on reprenait le traitement. Et on voit bien qu'il y a un effet on-off, c'est-à-dire dès qu'on arrête le traitement, les scores de faim réaugmentent et il y a une reprise de poids. Et dès qu'on reprend le traitement, eh bien ça diminue. Donc ce sont des patients
là dans ces formes génétiques pour lesquelles ce traitement sera à vie pour avoir un effet prolongé. Et puis bien sûr, il a été montré une amélioration franche des scores de vie. Alors, dans les études, on avait des données jusqu'à 1 an. Là, on commence à avoir des données un peu plus prolongées, hein, à 36 mois. Là, vous voyez, je vous les ai mises ici. 28 patients, 13 qui étaient âgés de moins de 18 ans. C'est ce que vous voyez ici. Là, c'était des adultes. Et vous voyez que chez les patients qui avaient moins de 18 ans, eh bien, il y a une diminution du Z-score et qui se maintient après. Alors, on est sur des petits chiffres, hein, puisque tout ça est en longitudinal, mais vous voyez que l'effet perdure sous traitement. Quand on discute avec ces patients, je veux dire, ça leur change la vie, hein, de toute façon, mais ça reste dans des formes génétiques rares. Alors, pour vous montrer, on a eu l'opportunité de traiter des enfants très jeunes, et là, je vous montre par exemple l'évolution d'un enfant pour lequel on a pu commencer le traitement à 5 ans, et vous voyez l'évolution ultra rapide de l'IMC, hein, qui s'est normalisée avec une diminution de l'hyperphagie nette qu'on avait pu évaluer par le score de Dykens, qui est un score d'hyperphagie. Et là, vous voyez aussi une amélioration de la qualité de vie des parents avec une diminution des scores. Et ça, c'est aussi important. C'est-à-dire que chez les adultes et chez les enfants qui peuvent s'exprimer, il y a une amélioration de la qualité de vie. Il y a aussi une amélioration de la qualité de vie des aidants, des parents. Et ça, c'est majeur quand on connaît le fardeau. On en parle beaucoup de ces pathologies génétiques rares. Alors, quels sont les effets secondaires de la 7-mélanotide? Il y en a, hein, il faut les connaître et il faut prévenir les patients parce qu'ils sont constants. Donc, ceux qui sont constants, c'est des manifestations digestives avec des douleurs abdominales, surtout dans les premières semaines. Ensuite, ça disparaît. Et puis, il y a des réactions en fait au site d'injection, parce que je vous rappelle, c'est une injection sous-cutanée quotidienne le matin. Et puis, un des autres effets secondaires, c'est cette hyperpigmentation. Au début, je vous ai dit que cette molécule, c'était de l'alpha-mélanocyte stimulating hormone, alpha-MSH. Et en fait, cette alpha-MSH active aussi le récepteur de type 1 au mélanocortine qui est au niveau de la peau. Et donc, ça va entraîner une hyperpigmentation avec l'apparition, ou en tout cas l'aggravation de certains grains de beauté. Et vous voyez que voilà, c'est des choses, donc il y a une surveillance dermatologique à mettre en place. Pas de signaux de risque de mélanome, etc. Mais c'est en tout cas voilà, des choses où on parle aux familles par rapport à cette hyperpigmentation. Et là, vous voyez, à long terme, puisque ce que je vous ai montré avant, c'était après 1 an de traitement, là, vous voyez, après 3 ans de traitement, eh bien, globalement, c'est les mêmes effets, donc principalement l'hyperpigmentation, l'érythème au niveau des sites d'injection, les troubles digestifs et parfois céphalée, diarrhée, mais ça reste quand même assez rare. Donc, au niveau des effets secondaires, on est plutôt stable et il n'y a pas d'aggravation au cours du temps. Et l'hyperpigmentation, elle est très variable aussi en fonction des saisons. Alors ça, c'était dans les formes rares d'obésité. Bon, il faut savoir que c'est probablement ces formes-là, c'est moins de 1% des patients en situation d'obésité. Donc on reste dans des raretés. Par contre, il y a l'autre indication qui est le syndrome de Bardet-Biedl, qui serait probablement une autre, qui est une indication aussi à la 7-mélanotide. C'est une obésité syndromique qui associe bien sûr l'obésité, mais d'autres manifestations cliniques, et en particulier la rétinite pigmentaire, hein. Ce sont des patients qui deviennent aveugles à l'adolescence et à l'âge adulte, avec aussi une polydactylie, des difficultés d'apprentissage et des anomalies endocriniennes. Puis là, vous voyez, il y a d'autres signes, et en particulier chez l'adulte, des complications métaboliques, ce sont des patients qui font plus de diabète. Et donc, jusqu'à présent, bon, l'obésité était décrite, c'était des obésités sévères, et en fait, la meilleure compréhension c'est une ciliopathie, hein. Et donc, la meilleure compréhension de la physiopathologie de l'obésité a montré qu'en fait, l'obésité dans le syndrome de Bardet-Biedl était liée aussi à une dysfonction de l'hypothalamus et de la voie leptine-mélanocortine par deux mécanismes. C'est notamment donc un défaut d'adressage, qu'on appelle du récepteur de la leptine. C'est en fait que le récepteur de la leptine n'est pas bien adressé à la cellule, donc il ne peut pas être activé. Et puis aussi par une diminution de l'activation des neurones qui exprime MC4R. Donc là, vous voyez aussi que finalement, MC4R peut être aussi une cible dans la 7-mélanotide. Alors, effectivement, la 7-mélanotide a été
essayé chez les patients qui avaient un syndrome de Bardet-Biedl. Et ça, je vous montre les essais, hein. 32 patients. Bon, ils étaient âgés en moyenne de 20 ans. Il y avait des adultes et des enfants. Mais là, vous voyez aussi les moins de 18 ans. Et donc, on a une perte de poids, alors somme toute moins importante que les patients qui ont un déficit POMC, mais une perte de poids significative. Il y a quelqu'un qui a son micro, je suis désolée, ouvert. Du coup, j'entends plein de bruit. Il faudrait fermer les micros, pardon. Euh, et euh, le Z-score de l'IMC qui diminue. Vous voyez, c'est à peu près au même niveau. Et les réductions des scores de faim. Donc ça, c'est vraiment important parce que finalement, ces patients qui ont bien sûr une obésité syndromique, avec ce traitement, on peut limiter la prise de poids et peut-être probablement limiter le surhandicap, puisqu'il y a déjà la cécité, l'atteinte rénale, le déficit intellectuel. Donc si on peut limiter l'obésité sévère et peut-être l'évolution du diabète, c'est quand même un élément important. Et puis un impact positif sur la qualité de vie. Donc, devant ces résultats très encourageants, il faut savoir que ces deux médicaments sont actuellement autorisés à partir de l'âge de 6 ans dans ces deux indications, donc des déficits bialléliques en POMC, récepteur de la leptine ou PCSK1, et dans le syndrome de Bardet-Biedl. Donc, on a ce qu'on a. Donc, le médicament, il s'appelle Imcivree, c'est ce que vous voyez là, hein, c'est le laboratoire Rythme. Et donc, ces médicaments, comme ce sont des nouveaux médicaments avec un accès précoce, ce ne sont pas des médicaments qu'on peut avoir en ville. On doit obligatoirement passer par une pharmacie hospitalière et les indications doivent être validées dans ce qu'on appelle des RCP, c'est-à-dire des réunions de concertation pluridisciplinaire dans le centre de référence Prador. Et il y a tous les mois au moins une RCP, on discute des dossiers. Et ça permet aussi de parler de la prise en charge complexe de ces patients parce que même si ce médicament, vous avez vu, est assez efficace, ça n'empêche qu'il est important de poursuivre la prise en charge globale de ces patients avec le contrôle quand même, les conseils sur le plan alimentaire, l'activité physique, de contrôler le comportement parce que plus la situation sera stabilisée sur le plan global et environnemental, c'est-à-dire familial, et plus le médicament sera efficace. Il faut qu'on le démontre, mais on en est tous persuadés. Alors, cette mélanotide, du fait des effets très intéressants, a aussi une nouvelle indication, et là, il y a de plus en plus, là, il y a beaucoup plus d'indications qui sont en fait les obésités secondaires à des lésions en fait au niveau de l'hypothalamus, et c'est en particulier dans le cadre du crânio-pharyngiome ou d'autres lésions, hein, ça peut être une tumeur pinéale, une tumeur qui va toucher l'hypothalamus et qui va être responsable d'une obésité avec des troubles du comportement alimentaire. Et en fait, il y a l'autorisation pour traiter les patients, vous voyez, juillet 2023, depuis un peu plus de 6 mois, pour traiter donc les patients par cette mélanotide dans des situations de dysrégulation acquise et que là, qui ne sont pas génétiques. Alors, juste pour vous dire, les obésités hypothalamiques, ce sont des obésités complexes, hein, c'est particulièrement difficile à prendre en compte. Mais dans ce schéma, là, le plus important, c'est le cercle, c'est parce que c'est bien sûr l'hyperphagie, bien sûr l'hyperinsulinisme, l'insulinorésistance, il y a un lien aussi avec l'hypothalamus, les hypopituitarismes, lorsqu'il y a des problèmes endocriniens, les problèmes de sommeil, une diminution de la dépense d'énergie et puis des problèmes psychosociaux, parfois de comportement. Vraiment complexe et que le fait d'avoir des médicaments qui vont contrôler le poids peuvent permettre finalement de un peu mieux contrôler la situation et essayer d'éviter l'aggravation de la situation. Alors, il y a actuellement des protocoles, hein, et notamment des PHRC pour traiter ces patients par analogue du GLP-1, j'y reviendrai après, mais la 7-mélanotide pourrait être aussi une option. Et donc là, je vous montre les données des patients qui ont été traités cette mélanotide. Vous voyez que c'est à partir de 6 ans. Donc, il y avait en moyenne, l'âge moyen était de 15 ans. Il y avait 13 patients ici de moins de 18 ans. Vous voyez les IMC 38. Alors, heureusement, des obésités pas trop sévères.
Et ce qui est quand même assez intéressant, c'est qu'au bout de 16 semaines, eh bien, vous voyez, si on s'intéresse surtout à la population pédiatrique, eh bien, 92% des patients qui avaient diminué leur Z-score de l'IMC au bout de 16 semaines, sachant que ce sont des obésités extrêmement difficiles à contrôler du fait de l'hyperphagie. Et là, c'est juste pour vous montrer les pertes de poids, alors, qui sont les réductions de l'IMC, qui sont extrêmement variables en fait d'un patient à l'autre. Et ça, c'est dans les médicaments, c'est vraiment quelque chose à avoir en tête. Il y a une variabilité de réponse au traitement, hein, patient qu'on traite. Il y a une variabilité dont on ne connaît pas très bien les mécanismes, peut-être génétiques, peut-être autres. Mais en tout cas, on voit qu'il peut y avoir des pertes de poids qui sont assez intéressantes. Vous voyez, ce patient-là, moins 37 points d'IMC, mais bref, ça marche bien et ça fait partie des rares traitements qui pourraient permettre une perte de poids chez ces patients qui ont des obésités hypothalamiques et mieux contrôler le comportement alimentaire. C'est-à-dire que on est au-delà du poids, là, on est aussi sur le contrôle de l'hyperphagie. Et là aussi, dans la phase d'extension, alors il y a peu de patients, ben, vous voyez les réductions qui se maintiennent au cours du temps. Donc, de la même façon, il y a l'accès précoce pour cette nouvelle molécule imcivrée pour les patients qui souffrent d'obésité hypothalamique lésionnelle à partir de 6 ans. Et on discute les dossiers de la même façon. Alors, là, dans 3 centres de référence maladies rares, parce qu'il n'y a pas que Prador, hein, qui est Prader-Willi et autres obésités avec troubles de comportement alimentaire qui est concerné par ces obésités. Il y a aussi le centre de référence maladies rares de l'hypophyse, hein, Hippo, adultes et enfants. Et vous avez aussi le centre SMER, que maintenant il s'appelle Crescendo, qui est autour des obésités, des troubles de la endocrinienne. Et donc, on présente les dossiers et on discute les dossiers. Et c'est vraiment très intéressant parce que bah, on est tous plus ou moins connectés. On peut donner aussi notre expertise sur la prise en charge globale de ces patients qui sont particulièrement complexes à prendre en charge, parfois dans des centres qui ont moins l'habitude que certains. Alors voilà. Donc voilà pour IMCIVRE. Alors vous allez me dire, ça reste dans des maladies rares, je suis d'accord, mais le concept est quand même très très intéressant parce qu'on a vraiment ciblé la voie leptine, mélanocortine. Mais à ce jour, c'est vraiment le seul médicament que l'on peut donner dans ces formes génétiques. Et vous avez vu les effets. Donc pour nous, c'est hyper important dans les formes précoces de diagnostiquer ces formes génétiques rares ou ces formes syndromiques, hein, et pareil pour les craniaux. Bon, ça c'est encore un autre contexte. Mais même si ces situations sont assez rares, c'est vrai que là, vous avez tous entendu énormément parler des analogues du GLP-1 qui sont probablement indiqués plus bah, dans ces formes génétiques rares, hein, quand il n'y a pas d'indication de la 7-mélanotide, mais aussi probablement dans les obésités plus communes. Alors, les analogues du GLP-1, bah, vous avez bien compris, hein, depuis le début de ce topo, ils vont jouer en fait, ils vont renforcer le signal du GLP-1 qui existe déjà dans le tube digestif. Et donc, ils vont renforcer le signal GLP-1 au niveau de l'hypothalamus et de la voie leptine-mélanocortine, donc avec un effet satiétogène, mais aussi probablement un effet sur le système de récompense, c'est-à-dire que le GLP-1 n'agit pas que sur l'hypothalamus, joue aussi sur les autres zones qui sont impliquées dans le contrôle de la prise alimentaire et en particulier une réduction du snacking qui est notée dans les études chez l'adulte. Alors, quels sont les analogues du GLP-1 qui sont possibles chez l'enfant? Ben, vous allez être déçus parce qu'en fait, il n'y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup de choses très intéressantes chez l'adulte, mais alors en pédiatrie, on est vraiment un peu les parents pauvres, là, actuellement en France. Le seul médicament qui est autorisé dans sa forme développée pour l'obésité, c'est le liraglutide, c'est-à-dire le Saxenda, qui nécessite une injection quotidienne de cet analogue du GLP-1. Là, il y avait eu ce papier dans le New England qui avait montré effectivement une perte de poids avec le liraglutide, mais avec les 65% d'effets digestifs. Ça, on le comprend puisque c'est une entérohormone, hein. Donc, il y a énormément de troubles digestifs, en particulier de distension gastrique, troubles de la vidange gastrique, des envies de vomir, etc. Bon, quoi qu'il en soit, il y a l'indication à partir de 12 ans, avec une escalade de dose jusqu'à 3 mg par jour. Mais le problème est que
ce n'est pas remboursé actuellement. C'est-à-dire que les parents doivent le payer et le coût, alors initialement, était aux alentours de 300 euros par mois. Là, parfois, on peut avoir le coût du Saxenda qui est réduit à 100, 120 euros par mois. Moi, j'ai réussi de façon extrêmement exceptionnelle d'arriver à avoir un remboursement exceptionnel par la CPAM, mais ça reste vraiment pas du tout classique. Et donc, bah, on se heurte quand même à la difficulté d'accès à ce traitement parce que, comment dire, il y a un problème financier. Alors, certains de nos collègues ont, surtout les endocrinologues qui connaissent hein, cette molécule pour le diabète, ont tenté d'utiliser la forme qui est plutôt développée dans le diabète, hein, qui s'appelle bien sûr, j'ai oublié le nom. C'est pas Saxen. Enfin bon, c'est du liraglutide qu'on va mettre dans le diabète. Le seul truc, c'est que on peut pas monter en fait jusqu'à la dose de 3 mg de 3 mg par jour. Et en plus, c'est un mésusage en fait de ce traitement. Donc là, actuellement, les autorités sont très regardantes en raison de l'engouement pour les analogues du GLP-1 pour ce traitement. Et donc, bon, il faut faire attention, quoi. Il faut faire attention parce que les mésusages sont extrêmement surveillés maintenant. Alors, bon, quoi qu'il en soit, ça fonctionne, bien sûr, hein, il y a des méta-analyses qui commencent à sortir. Là, c'est de 2021. Il y en avait un autre qui s'appelle l'exénatide, mais qui est assez peu utile, pardon, assez peu utilisé maintenant, mais vous voyez avec le liraglutide, donc ça c'est la diminution hein, du Z-score de l'IMC, ça fonctionne, enfin je veux dire, il y a pas de souci avec, vous voyez, moins 0,14 DS avec le traitement. Mais on attend tous en fait, et on a avec beaucoup d'impatience, le sémaglutide, alors qui est un autre analogue du GLP-1, qui là agit de façon un petit peu plus spécifique et probablement de façon beaucoup plus puissante sur le snacking et sur ce qu'on appelle le craving, hein, sur le contrôle de la prise alimentaire. Et l'intérêt, c'est aussi, c'est une injection par semaine, contrairement à une injection tous les jours. Donc, le sémaglutide, c'est un analogue du GLP-1. Il y a des études chez l'adulte. Vous l'avez vu, c'était 2021, ça s'appelle le Wegovy. Bien sûr, chez l'adulte, bah, on voit bien l'effet. Là, vous avez l'évolution du poids avec le placebo, hein, donc il y a quand même une petite perte de poids, donc la prise en charge globale peut avoir un effet, mais c'est sûr qu'elle ne ressemble pas du tout à la perte de poids sous sémaglutide, avec, vous voyez, là, il y avait plus de 1200 patients traités par sémaglutide, on est chez l'adulte, avec des pertes de poids qui se maintiennent. Donc, c'est un médicament qui se donne une fois par semaine à dose progressive. Il y a eu une ATU en 2022 qui permettait à certains adultes à partir de 18 ans en situation d'obésité compliquée, comme avec un syndrome d'apnée du sommeil, d'avoir accès au traitement. Il faut savoir qu'actuellement, cette ATU est close depuis septembre 2022 et qu'à ce jour, même les adultes n'ont pas accès, euh, il n'y a pas de nouveau patient qui peut avoir accès au Wegovy dans les CSO, en dehors de mes usages, comme vous en avez entendu parler avec l'Ozempic. Mais là aussi, l'Ozempic, qui est la même molécule hein, qui se donne dans le diabète, eh bien, on ne peut pas monter jusqu'à 3 mg par semaine, hein, puisque c'est 1,2 si je ne m'abuse, ou 1,3, je ne sais plus, quelqu'un peut me corriger. Mais, mais en tout cas, on n'est pas censé utiliser l'Ozempic en double dose. Et là aussi, c'est extrêmement surveillé par les autorités. Alors, bon, donc on en est là. Alors, chez l'enfant, il y a quand même des choses positives puisqu'il y a des études aussi qui ont été montrées chez l'enfant avec des effets assez intéressants. Là, vous voyez, donc ça, c'est la même étude hein, que je viens de vous montrer dans le New England avec la perte de poids chez les adultes sous sémaglutide. Mais il y a une étude similaire qui a été faite chez des adolescents, 15 ans en moyenne. Donc, vous voyez là, 62% de filles, d'un Z-score à 3, bon, un IMC aux alentours de 37. Et c'est vrai que vous voyez bah, de la même façon des pertes de poids, un sous-sémaglutide une fois par semaine. Il y avait 130 patients. Et bon, au niveau du placebo, pas d'effet majeur. Et là, vous avez les réponses variables, c'est-à-dire que la majorité des patients ados avaient au moins 73% de perte de poids. Non.
pardon, excusez-moi, 73 patients avaient au moins 5% de perte de poids au cours du traitement, mais vous voyez que 37 patients ont été jusqu'à 20% de perte de poids. Donc là aussi, ça remonte, et c'est pareil chez l'adulte, hein, vous voyez, ça remonte en fait la réponse variable des patients. Et ça, il faut bien prévenir aussi les patients si on doit débuter ce type de traitement, c'est que il y a une variabilité dans les réponses qui dépend de chaque individu et que ça ne va pas obligatoirement entraîner des pertes de poids massives. Bon, maintenant, quand les patients répondent bien, ils le disent bien que c'est quand même assez puissant et ils peuvent répondre avant la dose de 2,4 mg. Il y a certains patients qui peuvent répondre avant. Donc, ça, il faut l'avoir aussi en tête quand on veut essayer ce médicament. Mais vous voyez que là, on va apprendre au cours des années à mieux manager ces médicaments. Probablement que selon les patients, il ne faudra pas donner la même dose et ça dépendra aussi des effets digestifs et de la réponse. Mais en tout cas, l'effet est assez puissant, voire même supérieur chez les ados par rapport aux adultes. Donc là, c'était pour montrer chez les ados, effectivement, la réponse variable selon les individus. Donc là, vous voyez que ceux qui répondent plus de 20%, voilà, ils sont ici, ils sont là. Donc il y en a un certain nombre quand même qui répondent avec moins de 20% de perte de poids. Donc ceux-là, ils sont vraiment très, très bons, très bons répondeurs. Et puis là, c'était en fonction de la randomisation. Alors, les effets secondaires, bah, ils sont là aussi et ça peut être une cause d'arrêt du traitement. Et donc, vous avez notamment les troubles digestifs avec donc nausées, vomissements, diarrhées qui sont extrêmement fréquents. Je vous rappelle que bah, le GLP-1, c'est une entérohormone. Donc, en fait, ça va réduire la vidange gastrique, ça va donner des sensations de plénitude gastrique, ça peut donner mal au ventre, des vomissements, de la diarrhée. Donc, c'est quand même quelque chose qui peut être mal toléré. Donc, il faut l'avoir en tête. Et là, il y a une alerte, je vous le dis, hein, ça ne concerne pas les enfants, mais une alerte chez les adultes par rapport aux anesthésies, où il y a en fait des inhalations pendant des anesthésies qui ont été décrites là récemment chez les adultes. Et donc, la recommandation, c'est de dire aux patients avant une chirurgie, enfin une anesthésie, d'arrêter les traitements quelques jours avant pour, euh, euh, par exemple, le semaglutide, d'arrêter au moins une semaine avant pour qu'il n'y ait plus d'effet sur le tube digestif parce qu'il y a eu plusieurs accidents au cours d'induction d'anesthésie. Donc, vous voyez, donc, ce sont des médicaments à manier de façon quand même assez prudente. Alors, juste pour vous montrer, ça a aussi été testé dans les obésités hypothalamiques. Là, bon, là, c'est chez l'adulte où effectivement, avec l'exénatide, il y a eu quand même des améliorations du poids, aussi avec les analogues du GLP-1. Et c'est vrai que du coup, là, je sais qu'il va y avoir un PHRC national pour traiter les analogues du GLP-1 chez les patients qui ont un crânio-pharyngiome. Il y a quelques cas cliniques aussi de patients adultes ou adolescents avec obésité monogénique avec des formes génétiques non homozygotes, c'est-à-dire des hétérozygotes, qui ont été aussi traités par les analogues du GLP-1 et on peut avoir des bons résultats. Donc c'est vrai que, en tout cas, selon moi, dès qu'on aura accès un peu plus facilement à ces médicaments, je pense que, il faudra le tester hein, chez des patients, même dans des formes génétiques, pour essayer de voir. Et puis on peut tout à fait se dire, on fait le traitement 3 mois, on voit si l'enfant répond ou pas, et si ça ne marche pas, ben, on arrête. Voyez? Parce qu'il y a aussi cette question, on pourra en parler après, de combien de temps je continue ces traitements-là. Alors d'autant plus qu'on va avoir beaucoup de perspectives, hein, puisqu'il y a des nouveaux médicaments qui arrivent, des coagonistes, des triple agonistes, et je vais terminer là-dessus, et notamment le tirzépatide, vous en avez peut-être entendu parler, sûrement, qui est en fait là un coagoniste qui associe le GLP-1, donc, dont on vient de parler, mais aussi du GIP, qui est du gastric inhibitory peptide, et donc qui a aussi un effet satiétogène et qui joue aussi au niveau de l'insuline, de la sécrétion. Et donc, en fait, l'idée, c'est d'avoir un effet combiné sur l'effet satiétogène avec GLP-1 et GIP. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce médicament, il est aussi connu dans le diabète de type 2, hein. Donc, souvent, ça commence par le diabète de type 2 et après, on passe à l'obésité.
Donc là, vous voyez, donc ça, c'est une étude. Donc là, chez l'enfant, j'ai un doute là, je ne sais plus, pardon. Non, non, j'ai un doute. Non, je crois que c'est chez l'adulte, excusez-moi. Chez l'enfant, il y a des études dans le diabète, mais il n'y a pas d'études dans l'obésité. Ça, c'est chez l'adulte. Donc, tirzépatide, une fois par semaine, traitement de l'obésité. Et donc, vous voyez effectivement avec des doses différentes, jusqu'à 15 milligrammes, des pertes de poids qui sont assez conséquentes, jusqu'à 20%. Et là, vous voyez aussi les pertes de poids hein, jusqu'à 5 milligrammes. Et quand on passe à 10 milligrammes ou 15 milligrammes, des pertes jusqu'à 20% de perte de poids. Alors, de la même façon, tirzépatide, les effets secondaires principaux sont des effets secondaires digestifs, troubles digestifs importants. Bon, il n'y a pas suffisamment de recul, mais ça peut donner de la même façon des douleurs abdominales, des vomissements, etc. Je ne l'ai pas dit pour les analogues du GLP-1, mais c'est pareil pour le tirzépatide. Il y a quand même une question sur les pancréatites aiguës, donc c'est des choses qu'on doit surveiller. Il y a un risque de pancréatite aiguë. Il y a une question aussi sur le cancer médulaire de la thyroïde, qui fait qu'il y a peut-être une petite augmentation de la fréquence, donc il y a pas mal de surveillance. Et dans les autres effets secondaires, là, qui ont bien été décrits, c'est des lithiases biliaires. Et là, on ne sait pas très bien. Est-ce que c'est lié aux médicaments ou est-ce que c'est lié à la perte de poids rapide? Vous voyez, on est entre les deux. Donc, du coup, enfin, il y a des choses à surveiller sur le plan digestif. Mais là, à ce jour, tirzépatide n'est pas disponible en pédiatrie dans l'obésité. Et il y a des essais qui vont être encore en cours cette année. Et puis, ben, on en a d'autres qui arrivent, des triples agonistes, le rétatrutide, qui là associe GLP-1, GIP et glucagon pour vraiment potentialiser aussi l'effet. Et a priori, la tolérance serait la même que tirzépatide. Là, à ce jour, on est vraiment dans des essais de phase 2. C'est absolument pas disponible chez l'adulte et encore moins chez l'enfant. Mais vous voyez bien que l'arsenal thérapeutique, il va avancer dans une nouvelle ère hein, dans la prise en charge de l'obésité chez l'adulte, mais probablement aussi dans quelques années chez l'enfant. Et donc, il va falloir réfléchir, qu'est-ce qu'on fait de tous ces médicaments. Alors là, je vous montre voilà, le rétatrutide. Ils ont toujours des noms un peu compliqués, mais vous voyez les pertes de poids hein, en fonction des doses qui sont en fait quasiment similaires. C'est-à-dire chaque médicament indépendamment, on arrive à 20-25% de perte de poids. Donc, nous, voilà, tout le monde est en train de se dire, mais est-ce qu'on ne peut pas combiner certains médicaments, combiner chirurgie? Enfin, vous voyez, donc il y a pas mal de réflexions là-dessus, de se dire finalement, comment on fait avec ces différentes molécules? Est-ce qu'on se dit que on commence très fort tout de suite ou on commence par exemple, sémaglutide et après on passe au coagoniste, puis au triagoniste? Voilà. Personne ne sait et je pense que dans les prochaines années, il y aura des nouvelles recommandations sur la prise en charge médicamenteuse. Alors chez l'enfant, il n'y a rien, à part cette mélanotide, mais chez l'adulte, ça commence à venir. Donc finalement, je vais terminer là-dessus. Vous voyez que bah, jusqu'à présent, on avait, bah, dans les pertes de poids, on avait que la chirurgie bariatrique hein, bah, chez l'adulte et encore plus chez les ados qui amène à des pertes de poids de 20 à 40%. Et donc là, si on se met en perspective par rapport aux différents médicaments que je vous ai montrés, bah, au fond, bah, vous voyez que ces médicaments de plus en plus puissants, ils entraînent des pertes de poids qui peuvent monter jusqu'à 5%, 15%, 20%, et on se rapproche finalement de l'effet chirurgie bariatrique. Et c'est pour ça que là, il faut qu'on réfléchisse bien chez les ados et chez les enfants, de se dire que ça commence chez l'adulte de se dire que finalement, la chirurgie bariatrique doit être une, euh, une option finalement peut-être de dernière, enfin une dernière solution, une dernière possibilité, et qu'il faut peut-être passer par essayer des médicaments avant de pouvoir discuter la chirurgie bariatrique. Et puis, je vous parle de ces molécules, mais probablement il y en aura d'autres. On commence à avoir des études, par exemple, sur l'effet sur bah, le risque cardiovasculaire, par exemple, sémaglutide, mais aussi sur la NASH. Donc, ces molécules, comme elles sont très puissantes, bah, on est en train de voir qu'elles ont aussi probablement d'autres effets sur des complications liées à l'obésité qu'on peut voir, même si c'est plus rare, chez les enfants. Donc voilà, donc là, c'était pour dire, on aura peut-être un médicament qui nous amènera jusqu'à moins 30%. Et c'est vrai que chez l'adulte, il y a aussi des discussions à combiner chirurgie, médicaments. Il commence à y avoir des études
où en fait, par exemple, il y a des patients adultes qui ont une chirurgie bariatrique et lorsqu'il y a une stabilisation de l'effet, voire une reprise de poids, eh bien, il y a prise d'analogue du GLP-1 en plus pour augmenter la perte de poids. Donc, vous voyez que là, on va être après, je pense, dans des combinaisons de médicaments de prise en charge, ce qui est super parce qu'on va sortir de bouger plus, manger moins, qui est quand même très réducteur, à la chirurgie bariatrique. Là, on va avoir plein de choses, mais je pense qu'il faut qu'on soit tous très prudents. Ça reste des nouveaux médicaments. Et en France, tout le monde a très, très peur ben voilà, du Mediator, le retour, hein. Donc, il faut qu'on soit tous très prudents. Donc, ça, c'est ma dernière diapo. Pour vous dire que, bon, voilà, les patients atteints, alors j'ai mis, là, c'est les obésités sévères, mais on peut le dire aussi sur les obésités communes. Ça n'empêche que même avec ces prises en charge, bah, il faut toujours cette prise en charge globale, psychologique, le mode de vie, voire la génétique, et puis, voilà, de vraiment tout mettre en place, mais probablement que on va arriver à de la médecine personnalisée. En particulier chez l'enfant, parce qu'on fait de plus en plus de diagnostics précoces des formes génétiques et avec des nouveaux traitements, mais bien sûr que la prise en charge de l'obésité, en particulier chez l'enfant, ne va pas se résumer à des médicaments. Voilà. Bah, écoutez, j'ai terminé. Je sais pas, je vous remercie, j'ai terminé. J'espère que je suis dans le temps. Oui, c'est bon. Et ah non, je suis en retard, pardon. Mais peut y avoir quelques petites On a questions. prévu, voilà, on a prévu jusqu'à Ah oui, 14 non, heures, c'est donc 14 heures. Oui, c'est ça. Béatrice, Pardon, ne pardon. Non, c'est t'inquiète bon. pas. Non, ouais, c'est bon. Je suis bavarde, moi. Voilà, je te propose Voilà. J'arrête le partage. voilà, Voilà. d'arrêter le partage. Il y a déjà quelques questions que je vais te relayer dans le chat. Sinon, je vous propose de lever la main avec vos petits icônes de réaction. Merci beaucoup, Béatrice, pour cet exposé vraiment très clair. Et moi, ce que j'entends, c'est que on a peut-être intérêt, effectivement, à profiter des résultats et des expérimentations chez l'adulte. Euh, Oui, Parce qu'on voit bien que on va apprendre beaucoup de choses finalement, oui. même si on a quand même mis beaucoup d'espoir et que ça traîne un petit peu, en particulier je pense au Wegovy chez l'enfant. Voilà. Oui, tout à fait, tout à fait. Là, alors, le Wegovy, juste pour quelques infos, excusez-moi, je réponds à un texto urgent. Euh, le Wegovy, on espère courant 2024 ou sinon 2025 pour les adolescents. En fait, il y a un gros problème de remboursement. On n'est pas sûr du tout que ce médicament sera pris en charge à 100%, même pour les adolescents. Donc ça, il faut qu'on l'ait en tête parce que probablement qu'il y aura un reste à charge aux familles. Et ça pose problème, hein, ça pose problème, mais on en est Mhm. là. Donc bon. Le seul moyen, Alors, c'est éventuellement... Allez, vas-y, vas-y. Le seul moyen, c'est de faire participer éventuellement les patients les associations de patients. dans des recherches, en fait. Voilà, mais bon, c'est des protocoles. Ça reste des protocoles, les parents ont peur. Mm. Alors, il y a des questions qui concernent les pancréatites. Alors, tu as parlé des pancréatites chez l'adulte. On demande chez l'enfant, mais peut-être qu'il n'y a pas eu d'études, tout simplement. Alors, chez l'enfant, alors déjà, le risque chez les adultes, c'est un risque hypothétique hein, qui existe depuis toujours, mais finalement, il y en a très peu. C'est vraiment pas un problème pour quand on parle avec les adultes. Et donc, chez l'enfant, on répète ce qui est dit chez l'adulte, mais à ma connaissance, il n'y a pas eu d'augmentation de la fréquence des pancréatites. En fait, ça vient d'un modèle animal qui a montré ces pancréatites-là. Donc, on reste très prudent, mais ça reste un risque très faible et hypothétique. Alors, il y a aussi des questions sur l'impact à long terme de ces traitements, en particulier le GLP-1, et puis des questions sur la durée du traitement, les reprises de poids à l'arrêt du traitement. Ouais. Alors sur les effets à long terme, alors ce sont des médicaments qui sont connus via le diabète, puisque ce sont des médicaments qui étaient donnés à des doses moins importantes, mais chez des patients qui ont un diabète de type 2, donc c'est connu. Donc il n'y a pas d'effet à long terme. Maintenant, ça reste des molécules très récentes. Donc personne ne peut enfin, ne peut dire qu'il n'y aura pas de risque à long terme. Je sais qu'il y a des surveillances par rapport au cancer, quand même, au risque cancéreux. Là, aux dernières journées francophones de nutrition, c'est quelque chose qui a été évoqué. Donc voilà, donc il faut surveiller. C'est pour ça qu'on fait des accès précoces avec ce qu'on appelle des suivis. Les médecins doivent prescrire ce médicament, mais en faisant remonter des données de santé des patients au fur et à mesure. Voilà. Ça, c'est la première chose. Après, la durée du traitement, bah, c'est une bonne question.
Probablement que il faut essayer le traitement et se laisser 3 à 6 mois pour se laisser 3 à 6 mois pour voir si déjà le patient à dose maximum répond. Si le patient ne répond pas, franchement, il faut arrêter le traitement. Et là, on est d'accord qu'il y a un risque de reprise de poids, hein. Ça, c'est très bien montré. Par contre, si le patient répond, eh ben, on ne sait pas. Je ne peux pas vous répondre parce qu'en fait, on ne sait pas, il n'y a pas assez de recul. Donc voilà. Et alors, ça, je vous parle des analogues du GLP-1. Après, pour cette mélanotide, donc là, dans les formes génétiques, sincèrement, je pense que, à mon avis, ça va être pour plusieurs années et à vie. Et d'ailleurs, les patients se sentent tellement mieux avec qu'ils ne veulent pas qu'on arrête le traitement, hein, même quand ils répondent partiellement. Donc cette mélanotide, c'est autre chose. On peut le maintenir de façon prolongée. Les analogues du GLP-1, je n'ai pas la réponse. J'ai envie de dire tant que ça marche, mais bon, après, voilà. Ça reste des nouvelles molécules, hein, on n'a pas toutes les réponses. Très bien. Donc, je pense que ça répond à d'autres questions que j'avais à te poser. D'accord. Quelqu'un demande quel type de cancer on surveille particulièrement. Alors, le type de cancer, donc il y a le cancer médulaire de la thyroïde. Et je crois que c'était des cancers, dans mon souvenir, c'était des cancers assez fréquents comme les cancers gynécologiques ou cancer du côlon chez l'homme. Mais bon, du coup, ce qui rend difficile l'interprétation, est-ce que c'est le médicament? Est-ce que c'est aussi le fait d'avoir une situation d'obésité? Donc voilà. Mais il y a une petite vigilance actuellement des autorités là-dessus. Mais pas d'inquiétude non plus, hein. Ah, il y a une question sur l'éligibilité, les conditions d'éligibilité sur ce type de traitement. Peut-être quelqu'un qui a pris la Ouais. conférence en cours. Est-ce que tu peux rappeler Alors, rapidement? donc, cette mélanotide, c'est-à-dire imcivrée, ça, c'est vraiment uniquement dans des situations très particulières. Donc, les formes monogéniques par déficit en leptine, récepteur de la leptine. Alors, attendez, je ne sais pas pourquoi on m'appelle. Je vais éteindre. J'avais décroché mon téléphone pourtant. Donc, on a dit déficit la leptine, récepteur de la leptine. Les syndromes de Bardet. Attendez. Alors, attendez, je reprends. Excusez-moi. Déficit en pomme C, déficit du récepteur de la leptine PCSK1. Donc voilà, déficit en leptine, on donne de la leptine, hein, tout simplement. Donc ça, c'est les trois indications de maladies génétiques. Pomme C, récepteur de la leptine PCSK1. Ensuite, vous avez le syndrome de Bardet-Biedl. Et ensuite, les obésités lésionnelles, enfin hypothalamiques, lésionnelles, crânio-pharyngiomes, etc. Donc ça, c'est les seules indications de l'imcivrée. Possiblement, ça va changer dans les prochaines années, puisqu'il y a des essais en cours chez d'autres patients qui ont d'autres anomalies génétiques sur d'autres gènes, et on va voir si ça marche ou pas. Donc les indications vont peut-être s'élargir. Par exemple, souvent j'ai la question, il n'y a pas d'indication de l'imcivrée à ce jour chez les variants MC4R, en cas de variant MC4R, malheureusement, parce que bah, ça ne marche pas aussi bien. Et donc, voilà, les variants MC4R ne restent des patients qui ne sont pas éligibles. Bon, ça, c'est pour l'imcivrée. Après, pour les analogues du GLP-1, c'est toutes les obésités, en fait, hein, obésité commune, voire obésité génétique, mais encore faut-il avoir accès aux médicaments. Et là, à ce jour, en pédiatrie, nous n'avons pas accès aux médicaments en dehors du liraglutide. J'espère répondre à la question. Il y a d'autres questions. Moi, je voudrais juste rebondir là-dessus pour te demander si dans d'autres pays, il y a un AMM pour l'enfant, Alors, pour les c'est GLP-1. pour le GLP1, alors États-Unis, c'est comment? aux États-Unis. Ouais, bah voilà, vous avez la réponse. Voilà. Donc, il y a des essais Voilà. cliniques ailleurs. Ouais, ouais, OK. ouais. Des questions sur, je pense que ça a un peu perturbé justement Ah, enfin, le parallèle avec la chirurgie bariatrique. ah bah oui. Donc, il y a des questions sur, bah, du coup, du coup, qu'est-ce qu'on fait avec nos jeunes? Est-ce qu'on leur dit d'attendre? Est-ce qu'on leur dit qu'il y a des médicaments qui vont arriver? Est-ce que, Ouais. voilà, chez l'enfant et l'adolescent, Moi, euh, je me la pose personnellement, hein, j'avoue. Donc, moi, je pense que s'il y a des enfants qui sont... Alors, ça dépend du profil du patient. C'est-à-dire que si c'est un ado qui est hyper motivé, que vous sentez qu'il est prêt pour la chirurgie, bon, faut pas lui empêcher ça parce que c'est quand même encore un peu hypothétique, hein, les analogues du GLP-1. Donc voilà. Par contre, chez un patient qui n'est pas très sûr, ou vous n'êtes pas non plus convaincu de l'indication de la chirurgie, etc., moi, je me dis que ça peut être une bonne option, le temps de patienter et de voir un peu, parce que, bon, là, on va au-delà des médicaments
mais moi j'ai toujours cette question de la maturation des jeunes par rapport au projet de chirurgie. Ils sont toujours très 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 pressés à 16-17 ans, mais finalement, faut peut-être attendre un petit peu parfois. Et bon, je vous donne mon expérience personnelle, c'est que les jeunes, genre moi je m'occupe plus des jeunes qui ont des chirurgies, mais parce que je peux pas tout faire, mais des jeunes que j'ai vus encore me disent, mais je pense que c'est bien que vous m'ayez fait attendre en fait, parce qu'à 15-16 ans, j'étais pas prête. Je parle plusieurs jeunes filles qui m'ont dit ça. Donc, Mm. je me dis que finalement, si j'avais pu leur... Et j'ai quelques jeunes à qui j'ai proposé les médicaments et qui ont dit, bah oui, j'attends pour la chirurgie, c'est trop tôt. Voyez. Donc en fait, parce qu'il y a tout ce travail autour le médicament peut aider, par exemple, certains jeunes à mieux comprendre leur sensation de faim. Voyez. Et mieux comprendre l'effet aussi que va avoir la chirurgie sur la sensation de faim, la satiété. Donc, c'est un travail hyper important quand on prépare un jeune à la chirurgie. Donc, passer par une phase de médicament peut être, chez ceux qui ne sont pas hyper prêts ou qui n'ont jamais réfléchi à ça, ça peut être quelque chose d'intéressant. C'est au cas par cas. Mais voilà. Alors, pareil, sur une forme génétique, par exemple hétérozygote, on sait que la chirurgie bariatrique a moins d'effets à long terme. Ça commence Bah, à écoute, sortir. c'est une des questions qui était posée justement. Voilà. Est-ce qu'il y a un intérêt de la chirurgie bariatrique dans Ouais. voilà, dans les troubles du neurodéveloppement Ouais, aussi, et ben hein? en fait, alors, 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 parce que moi j'allais dire, Il y a les pour deux. comment dire, chez les patients qui ont des variants, d'accord, chez les patients qui ont des variants hétérozygotes dans la voie leptine mélanocortine, mais eux, autres que celles que je vous ai montrées là, enfin, non, même ceux-là aussi, il y a des études qui montrent chez l'adulte que ce sont des patients qui reprennent du poids plus vite et qui ont des pertes de poids moins importantes que des patients qui sont pas porteurs de variants. Donc, euh, en tout cas, nous, les discussions qu'on a en RCP avec la pitié, c'est de se dire, si on n'est pas trop sûr, bah, peut-être passer par une phase de médicament chez ces jeunes qui sont porteurs d'un variant et voir la chirurgie dans un second temps. Donc voilà. Donc on reste vraiment prudent. C'est pas une contre-indication à la chirurgie, mais peut-être qu'il faut essayer autre chose. Donc ça, c'est pour les patients porteurs de variants hétérozygotes. Après, la chirurgie bariatrique en cas de trouble du neurodéveloppement, ça c'est encore une autre question. Franchement, je vais faire une réponse de Normand, hein. Bon, moi, je suis de la Mayenne, donc ça tombe bien. C'est pas très loin. Je pense que ça dépend des cas, quoi, hein. Faut vraiment s'adapter. Faut vraiment s'adapter aux patients qui est en face de nous. Par exemple, dans le syndrome de Prader-Willi, c'est vraiment très, très compliqué. C'est les troubles du comportement alimentaire sont pas contrôlés. Maintenant, s'ils sont très bien contrôlés, bah, ça marche, ça peut marcher. Pareil dans le syndrome de Bardet-Biedl, mais ce qu'il faut avoir en tête chez les patients qui ont des troubles du neurodéveloppement, c'est en fait le risque de reprise de poids, de ne pas comprendre bien les enjeux autour du comportement alimentaire, et parce que c'est difficile à comprendre quand il y a un trouble du neurodéveloppement. Donc, je suis très partagée là-dessus. Je pense que ça doit se discuter en RCP avec des gens qui connaissent bien, quoi. Mm. Alors, tu as une question qui concerne la 7-mélanotide. Est-ce que les Oui. obésités génétiques hétérozygotes sont concernées par ce traitement? Alors, à ce jour, non, mais il y a un essai en cours mondial pour tester la 7-mélanotide chez des patients qui ont des variants hétérozygotes sur des gènes de la voie leptine mélanocortine, comme par exemple MRAP2, enfin bon, des nouveaux gènes. Donc il y a un essai en cours. Donc c'est pour ça que peut-être que dans les prochaines années, l'indication de la 7-mélanotide sera ouverte à ces patients. Mais à ce jour, voilà, il n'y a pas d'indication. C'est pas autorisé. Très bien. Alors, une question qui concerne les complications, enfin les troubles digestifs associés au traitement. Oui. Est-ce que concrètement dans la vie quotidienne, comment ça se passe? Est-ce que ça s'améliore avec le temps? Oui, alors, alors pour la 7-mélanotide, ils ont aussi peuvent avoir des troubles digestifs au début et ça s'améliore en fait au bout de 15 jours, 3 semaines. En fait, c'est pour ça qu'on fait l'escalade de dose. Vous voyez, dans tous ces médicaments, on augmente progressivement la dose, soit une fois par semaine, soit une fois par mois. Justement, c'est pour éviter, enfin, limiter tous ces troubles digestifs. Donc, cette mélanotide, il y a aussi une escalade de dose, hein, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est progressif. Donc, on prévient les patients, on peut donner du Spasfon, voilà, du Doliprane, du Débrida, voilà, et puis ça passe. Ça passe pour la 7-mélanotide, après ça va mieux. En revanche, bah, pour les analogues du GLP-1, et en particulier
pour sémaglutide, à chaque escalade de dose, les troubles digestifs réapparaissent. C'est-à-dire que tant qu'on va monter, il y a un risque d'apparition des troubles digestifs, donc il faut prévenir les patients, quoi. D'ailleurs, Wegovy, on augmente, enfin, ça peut être tous les mois, hein, l'augmentation du Wegovy, hein, justement pour que le corps s'habitue. Et sinon, ils sont parfaitement résolutifs à l'arrêt du traitement. Ces troubles digestifs ou pas? Ah oui, 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 oui. Ah oui, C'est oui, une pardon, question. oui, oui, bien sûr, oui, oui. Oui. Ça peut être, oui, oui, tout à fait, c'est résolutif. C'est une cause d'arrêt du traitement, hein. Ça peut être une raison. Les patients peuvent arrêter le Mhm. traitement, tout à fait. Je vois plus de questions non traitées dans le chat. En tout cas, on te remercie beaucoup pour cette présentation pointue. C'est ce que je lis dans le chat. C'était difficile, c'est vrai, c'était trop difficile, je suis désolée. Non, non, Mais non, je bon, crois c'était. pas, mais Ah bon, c'était d'accord. du coup Ouais, voilà, bien complet. Je bon, vais très bien. laisser la parole au docteur Arsan, donc qui est président du REPOP Île-de-France, pour faire une petite conclusion. Si, voilà. Et donc, beaucoup de remerciements arrivent maintenant. Oui, je les vois là. Merci à Voilà. vous. Avec Merci plaisir. beaucoup, Béatrice. Oui, mais Merci. je rajoute ma participation au remerciement. Merci. Euh, C'était beaucoup plus, enfin pour moi personnellement, la première partie de votre présentation nous a permis de mieux comprendre la complexité Mhm. de la régulation de l'appétit. C'est pas quelque chose de très facile et Non. pour devoir le faire régulièrement dans le cadre du DPC, c'est un peu compliqué, mais c'est très bien et merci beaucoup pour vos schémas. Quant aux propositions thérapeutiques, j'appellerais ça moi, des propositions thérapeutiques. Pour l'instant, il faut y aller sur la pointe des pieds. Tout à fait. Nous n'avons pas de possibilité d'évaluer. En tant que thérapeute, on devrait le savoir, mais je pense que on ne devrait pas d'emblée commencer à en parler aux patients. C'est mon opinion personnelle, mais ça nous laisse quand même présager que demain, il y a encore beaucoup de choses à faire Mhm. et que la semaine prochaine, nous faisons une formation et ça va nous aider. Merci beaucoup pour toutes Plaisir. ces clartés. On se connaît déjà, mais merci beaucoup. Très bien. Parfait. Juste pour dire, Merci. je pense Oui. que même si on n'en parle pas aux patients, je pense que les patients en parlent eux-mêmes, hein, parce que j'en ai pas parlé, mais c'est beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais Et voilà. Et donc, c'est effectivement, il faut avoir des bons arguments. Tout à fait. Je suis d'accord avec vous. Mm. je ne sais pas si vous avez vu le numéro de l'Express la semaine Si, si, dernière. si, je l'ai lu, je l'ai pris. Ouais, Ben je l'ai voilà. lu. Voilà. Oui, puis, Tout à fait. il y a beaucoup de choses qui circulent sur les réseaux pour les Tout à jeunes fait. sur ces produits miracles, hein. Donc, d'où d'ailleurs la pharmacovigilance, hein, parce qu'il y Oui. a un détournement de ces médicaments qui est quand Ouais, même ouais, ouais. très très Faire vraiment forte, hein. attention. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup, Béatrice. Je donne Avec rendez-vous plaisir. à tous ceux qui sont Avec encore présents plaisir. avec nous le 22 mars pour un nouveau webinaire qui sera plutôt ORL et troubles obstructifs du sommeil. Voilà. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.